voici aujourd'hui au terme de notre recherche de nos cours sur les unilitaires de l'alphabet démotique. Je l'ai dit, ces unilitaires-là constituent ce que les égyptologues appellent l'alphabet démotique. En effet, avec ces unilitaires-là, il est possible de tout écrire. Voilà, il est possible d'écrire les différentes choses. Mais les Égyptiens ont voulu très tôt rester conformes, rester en conformité avec les exigences de l'écriture hiéroglyphique. Et dans cette écriture-là, il y a des unilitaires comme nous les avons vus, mais il y a des bilitaires, c'est-à-dire ceux qui ont 2 sons, et il y a enfin les trilitaires, ceux qui ont 3 sons. Donc, nous allons aujourd'hui, étant donné que nous sommes au terme de l'étude de cette première série que sont les unilitaires, nous allons aujourd'hui faire un récap. Allez, suivez-moi. Comme je le disais, nous sommes dans l'étude des phonogrammes. Et dans ce point récapitulatif, il va concerner l'ensemble des unilitaires. Et ces unilitaires-là, nous allons les donner vraiment cette fois-ci, sans présenter leur origine hiéroglyphique. Voilà. Nous avons d'abord le son E, E ou E. Il se présente ainsi. Mais cette manière de présenter ce E-là, ce E-là, on ne le voit jamais en début de mot. Il est soit au milieu, soit au terme du mot, mais jamais en début de mot. Ce E-ci, qui représente, comme la dernière fois on l'a vu, le vautour percnoptère, ce E-là, il se met aussi rarement à la fin. Il est soit au début, soit au milieu, mais jamais à la fin. Voilà. Jamais à la fin. Ce E-là, lui, il se met toujours au début aussi. On le retrouve toujours en début de mot. Donc, chaque E a son utilisation. Voilà. Les Égyptiens, les habitants de Kémé, les Metremen Kémet, sont très ponctueux. Chaque signe a son utilité, chaque signe a où il doit être mis. Donc, celui-là, il se met toujours en début de mot. Celui-ci, il se met rarement en fin de mot, il est toujours en début aussi de mot, ou bien au milieu. Celui-ci, il est toujours en début de mot. Voilà. Toujours en début de mot. Jamais en début de mot. Rarement en fin de mot. Toujours au début aussi. Donc, tout ça sont des E. Voilà. Le connaître déjà, c'est déjà une bonne chose. Ici, nous avons A, un signe qui peut se lire A, E, O. À lui seul, A, E, O, et c'est lui-là. 2 traits verticaux. 2 petits traits verticaux. A, E, O. A, E, O. 2 petits traits verticaux. A, E, O, A, E, O.
Ici, nous avons ir. Il peut se lire aussi i. Donc, ir, généralement, on dit i. Ir, et c'est celui-là. C'est un abrégé de l'œil. Voilà. Vous voyez, c'est iri, l'œil. Voilà. Iri ou iri. C'est la même chose. Hein. Voilà. Nous avons ensuite A. Le son A. Le son A, il est présenté comme tel. Voilà. Il est présenté ainsi ou comme ça. C'est-à-dire, on met un point à l'intérieur de ce signe-là, ou alors on met une sorte de virgule à l'intérieur du signe. Voilà. Nous avons le son I, qui s'écrit I avec un point, ou alors le Y. Voilà, I des Grecs, comme on le dit. Le Y. Mais le I, toujours, il est présenté avec 3 points. 3 traits plutôt. 3 traits verticaux. I, 3 traits verticaux. I. Chaque fois que vous avez affaire au mot I, au son I, c'est 3 traits verticaux dans l'écriture démotique ancienne. En outre, nous avons le son OU. Nous avons le son OU. OU, W, voilà, c'est OU. Voilà. OU, c'est le OU initial. Voilà comment il se présente. C'est une sorte de 5 avec un trait à l'intérieur. C'est le OU qui est là. Celui-là, c'est OU aussi. Mais il est mis soit au milieu du mot, soit à la fin du mot, ce OU-là. Le troisième OU, qui est celui-là, c'est le signe du pluriel. Et le signe du pluriel, c'est un pronom suffixe. Donc, il est toujours mis à la fin du mot. Donc, OU, quand on a affaire à OU, voilà le OU commun. Voilà le deuxième OU qui se met à la fin, ou celui-là. Les deux là peuvent s'interchanger. Voilà. C'est le même OU qui constitue le pronom suffixal du pluriel. C'est les deux ici. Voilà. Nous avons ensuite le son B ou le son V. On dit B, mais ça se lit dans l'écriture, on le dit V. B, V, c'est la même chose. Voilà. Et donc, le BV, voilà comment il se présente. C'était le pied. Voilà. Donc, symboliquement, voilà comment il est présenté dans le démotique. Voilà encore, lui encore, il représente plus le pied, la plante de pied et le pied lui-même. Voilà. Donc, B ici, B là. Il n'y a pas de distinction. Pas de distinction d'usage des deux. B et V, il n'y a pas de distinction. Voilà. Parce que c'est la même chose. Comme je l'ai dit, l'écriture démotique a été utilisée pendant près de 1200 ans. Et pendant 1200 ans, les choses peuvent évoluer dans un sens d'amélioration, de simplification. Voilà. Donc, B, V, c'est la même chose. Ici, nous avons affaire à P. P de pi. P de pi. Voilà un premier P qui est là, usage général, qui a un usage général. Voilà le P qui a un usage général. Et ici, avec un point de remplissage qui doit se retrouver en bas ici. Donc ça aussi, c'est un P. Ça, c'est l'usage général. Ça désigne l'article indéfini. Et ici, c'est le P qui indique un usage général. Voilà. Nous avons ensuite F, le fort. Le F, voilà, comme il représente la vipère à cornes, voilà comment il se présente. C'est une sorte de Y. Voilà, Y de notre écriture actuelle. Voilà le F ou le F. Voilà, F. Ensuite, nous avons le M. Le M, voilà, M ici, ou M là. M ici ou M là. Il désigne la même réalité dans un texte démotique. Lorsque vous voyez ce signe ou alors ce signe, ça ramène à la même réalité, c'est M. Maintenant, le N. Le N, c'est soit un petit trait, soit un trait plus long. Ce trait plus long là, il désigne l'appartenance de. C'est un N, c'est na ou an. Ani ou na. C'est deux, appartenant à. Et c'est généralement écrit comme proposition ou génitif. Comme un génitif. Voilà.
Donc, c'est l'appartenance. Ici, c'est l'usage général. Lorsqu'il est seul, il n'est jamais utilisé comme génétique. On ne prend jamais ça pour dire deux. Voilà, quoi. Appartenant à non, non, non. Celui-là, c'est l'usage général. C'est lui qu'on utilise dans tous les sens. Voilà. En outre, nous avons le R. Le R, pour rappel, le R dans l'écriture démotique, ça s'écrit P. Notre P, là, c'est le R en démotique. En copte, c'est le R. Voilà. Donc, il y a trois genres d'écriture. Il y a le trait d'abord, le trait oblique, ou alors il y a l'ouverture comme la bouche, parce que le R, c'est d'abord ro, ro qui est la bouche, voilà, la bouche, ou alors un petit cercle. Un petit cercle, ça désigne dans le texte de démotique le R, ou alors le ro. Ici, nous avons le R aussi, ou alors là, R comme soleil, le soleil qui est sous la voûte, voilà. Donc, c'est R aussi. Il a quelques usages, hein. Il n'est pas très commun. Et nous avons ici ce R-là, qui est la forme normale. Voilà, on utilise beaucoup ce R parce qu'il est en rapport avec ce R, c'est le même pratiquement, mais c'est lui-là qui est l'usage le plus normal, le plus courant possible. Nous avons le L. Nous avons le L ici, et le L, c'est qu'il est là. Un trait oblique avec un trait qui le traverse. Voilà, un tout petit trait qui le traverse par le milieu. Voilà, un trait d'intersection au milieu. Voilà. Nous avons ensuite le hori, le H. Et le H, le voilà. Voilà comment on écrit, c'est hori dans l'écriture copte. Mais le hori, là, il s'écrit ainsi. C'est une sorte de S. Dans notre écriture actuelle, c'est une sorte de S. Le voilà. Donc, c'est le H. Lorsque dans un texte démotique, vous verrez S, par exemple, ne réfléchissez pas deux fois, il s'agit du H. Voilà. Voilà un peu comment le premier lot est désigné. Ok. Nous avons une autre manière de présenter le H que nous avons présenté tout à l'heure. Et ce H-là, c'est le hori. Le H ou le K. C'est le H ou le K. K de K. Voilà. Pour ça, j'ai mis C. Mais c'est pas, voilà, c'est un K. H ou K. Donc, nous continuons. Donc, le H ou le K se présente de plusieurs manières. Ici, voilà comment est la première manière de le présenter. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas d'endroit spécifique où le placer dans un mot ou dans une phrase. Voilà. Ici, c'est une sorte d'amélioration du S que nous avons vu, le HS que nous avons vu de l'autre côté. Voilà son amélioration. Donc, c'est un H aussi. Mais lui, il a un point diacritique, un point de remplissage qui doit se situer ici. Donc, on le met là. On met un point là. Donc, le point a été mis. Donc, c'est un H aussi, un H ou un K. Nous avons celui-là, qui représente aussi H ou K. Et nous avons ici un trait oblique, qui représente aussi H ou K. Mais ça, c'est dans les cas SM, c'est rare, assez rare. C'est quand on veut dire, par exemple, et ou avec, qu'on utilise celui-là. Mais il est toujours accompagné d'un signe ici. Voilà. Nous avons ensuite le son chat ou ka, chat ou ga. Voilà. Chat ou ja ou ka. Et voilà comment il se présente. Une sorte de 6, mais beaucoup plus recourbé. Voilà.
H, le H, le K, tout ça, il se représente par celui-là aussi. Voilà. Nous avons en outre le H aspiré et le K aspiré. K, et le H. Voilà. Lui, il est, comme je peut-être n'ai pas insisté dessus, mais le démotique, tout comme les hiéroglyphes, se présentent, peuvent être superposés, peuvent être mis les uns sur les autres. Dans ce cas d'espèce, ce signe-là, qui est un H ou un K, ce signe-là, dans le cas d'espèce, il est destiné à être positionné soit en bas, soit en haut d'un autre signe. Voilà. Et quand on veut le mettre en haut ou en dessous, on veut mettre K en dessous ou en haut, c'est celui-là qu'on utilise. Mais la forme normale, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. La forme normale, c'est cette forme-là. Aïe, aïe, aïe. Allez. Nous avons ensuite le son S, le son SO. SO, comme serpent. SO. Donc le son SO, voilà la forme commune. Voilà comment il se présente. Le S, la forme commune, c'est ici. Voilà une autre manière de présenter le S. Mais il n'est jamais au début d'un mot. Quand on veut l'utiliser, il est à la fin du mot ou bien au milieu, mais jamais au début du mot. Voilà un autre S aussi. Celui-là, il est utilisé lorsque on superpose les signes. Voilà, lorsqu'on superpose les signes, c'est celui-là qu'on utilise. Voilà. Hein? Lui, on le superpose, mais lui, il est destiné à être en dessous, il est destiné à être en bas. Il est destiné à être en bas de l'autre signe. Voilà. Celui-ci, par contre, est destiné à être au-dessus de l'autre signe. Hein? Lui, il est en bas, lui, il est au-dessus. Voilà. Ce qui, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de signes. Non, non, non. Lui, il est en bas, lui, il est au-dessus. Voilà. Et enfin, nous avons ce S-là. Ce S-là qui est dans la conjugaison, la troisième personne du singulier. Le pronom suffixal, la troisième personne du singulier. Voilà. Donc, c'est ça, c'est S. Voilà. La troisième personne du singulier au féminin, s'il vous plaît. Voilà. Troisième personne du singulier au féminin. Voilà. Nous avons en outre le son chat. Le son chat. Et ce son chat-là, voilà comment il se présente. Un trait vertical, horizontal, avec une sorte de 3. Mais ce n'est pas 3, hein, rassurez-vous. Ou alors, il se présente comme ça, avec une vibration au-dessus, et puis l'écriture là. C'est le chat le plus commun. Voilà, c'est le chat le plus commun. Nous avons aussi un autre chat. Et cet autre chat là, le voilà. Cet autre chat là, il est soit au-dessus, soit en dessous d'un autre signe. Voilà, indifféremment. Mais il est fait soit au-dessus, soit en dessous de l'autre signe. Voilà. Nous avons le son K. Le son K, comme cacao K. Voilà. Le son K, il n'y a pas de distinction. Voilà comment il se présente. Comme ça ou comme ça. C'est la même chose, hein, mais le signe peut être long. C'est pour ça que j'en ai fait deux. Comme ça ou comme ça. Nous avons le Hori, le H. Il se présente ainsi. Ainsi ou comme ça. Ça, il représente la deuxième personne du singulier au masculin. C'est la terminaison, c'est le suffixe, hein. C'est le suffixe de la deuxième personne du singulier masculin. Voilà, donc voilà comment il se présente. C'est comme ça qu'il se présente. Voilà. Nous avons enfin celui-là. Il représente le K. Le K. C'est le K. Voilà comment il se présente, le H. Le K. Nous avons le son G, comme gamma. Voilà, Go, gamma là, voilà comment il se présente. Et ce son Go là, voilà les différentes présentations. Il y a celui-là, il y a celui-là. Le son Ga, Go, c'est comme ça ou comme ça, comme ça ou comme ça. Gamma, 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 gamma. Ok? Nous avons
Maintenant, comment on présente le terme D? Do. Do comme le terme D, ou alors le terme T d'abord. Le T, voilà. Mais avec l'évolution, on ne dit pas trop, l'Égyptien ancien ne dit pas trop da da da, il dit T. Il dit pas ta ta ta, il dit D, da da da. Ça se ressemble, donc on va dire que c'est un T. Voilà, le T, hein. Souvent, on le présente comme le D historique. Donc D, D. Et ici, il est le moins fréquent. Il est le moins fréquent parce que il est aussi un T. Nous avons le Ti. Nous avons le Ti qui est là. Et ce Ti là, voilà comment il se présente. 1, 2. Le Ti qui représentait le pilon, voilà comment il se présente. 1, voilà comment il se présente. 2. Ou alors un trait oblique aussi. Mais ça, c'est le T. C'est un T phonétique. Voilà. Mais c'est le Ti. Nous avons le Ga ou le Ja. Ga ou Ja. Ce terme-là, Ga ou Ja, China, Chima et Janja sont interchangeables dans l'écriture démotique. Voilà. Donc le Chima qui est là, qui représente Ja. Ja, voilà. Voilà, c'est supérieur ou égal. Ou alors supérieur ou égal. Le Chima. Et voilà. Maintenant, ici, c'est le Janja. Ça, c'est le Ga. Et ce Ga là, ce G, comme on le dit, le Ga. 1, 2. Ga, 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 Ga. Il n'y a pas de distinction entre Ga et Ga. Ici, c'est plus rare, mais c'est aussi le Ga. Ici, c'est le Ja du verbe dire. Voilà. Donc, voilà un peu le point de ce que l'écriture démotique nous donne de constater, de voir. Nous en avons fini avec les univiteurs et très bientôt, nous aborderons les militaires. Allez, salut à vous.